Donc, si on y va par étapes, il y a maintenant 10 ans, en 2013, on avait déjà dans nos médias une nouvelle qui soulignait que 44 du Ritalin prescrit au Canada était consommé au Québec, qui représentait seulement que 23 de la population. Donc, ça nous venait du National Bureau of Economic Research. En 2017, 4 ans par la suite, TDAH, la forte hausse des prescriptions de médicaments se poursuit au Québec. Ça nous venait de l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du gouvernement du Québec. En 2018, le TDAH, les plus jeunes de classe reçoivent beaucoup plus de diagnostics. C'était une étude qui était publiée par l'Université Harvard. On va avoir la chance d'en parler tout à l'heure avec Dr. Monzé. Vous allez voir, en fait, la raison pour laquelle je le souligne en 2018, c'est que ça vient juste d'être souligné au Québec 4 ans plus tard. Mais on avait déjà des gens qui avaient soulevé des drapeaux plusieurs années auparavant. Donc, on va en parler justement tout à l'heure avec Joël Monzé. Un petit tableau qui nous vient de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique. Les diagnostics de TDAH en constante augmentation au Québec. On est rendu en 2019. Donc, si vous regardez particulièrement la tranche d'âge de 10 à 12 ans, puis la tranche d'âge de 13 à 17 ans, au Québec, on avoisine de 14 de diagnostics. Quand on regarde, en fait, pour le reste du Canada, sans le Québec, on est aux environs de 4 à 5 en tant que tel de diagnostic de TDAH. Donc, on a beaucoup plus de diagnostics au Québec qu'ailleurs au Canada. 2021, deux années plus tard, nous, on a 18 des enfants dans mon échantillon qui sont identifiés TDAH, tandis qu'en Belgique flamande, donc une population comparable en Europe, c'est 2 Marie-Christine Brault, c'est une chercheure, en fait, de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a publié une étude qui soulignait justement qu'il était rendu dans son échantillon à 18 des enfants qui avaient un diagnostic de TDAH, ce qui est terriblement élevé. 2022, médicaments en hausse, grande disparité régionale au Québec. Ça a sorti l'automne dernier. Et là, on a même eu encore des nouvelles dans les médias en janvier cette année qui soulignaient encore des problèmes qui étaient rapportés par rapport au TDAH. Honnêtement, si vous voulez mon opinion, là, on a perdu le contrôle, ça fait longtemps. En fait, on le constate d'année en année, puis malheureusement, il n'y a rien qui se fait actuellement au niveau du gouvernement du Québec pour changer les choses. Donc, ce soir, en fait, on a la chance d'avoir avec nous Dr. Monzé qui va nous donner de l'information sur le TDAH. Et bon, je le sais déjà, en fait, Joël, puis on va se tutoyer parce qu'on se connaît, on ne fera pas à croire de ne pas se connaître. Je sais que tu dénonces déjà la situation depuis 2004. Pourquoi au juste? En fait, c'est un peu par hasard que je me suis intéressé au phénomène pendant que je faisais mon doctorat en neurosciences à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'avais souvent des discussions d'ordre philosophique, social, éthique avec le directeur du centre de recherche où je faisais mon doctorat. Et il y a un jour où il me demande mon avis, parce qu'il sait que j'ai un background en psycho, il sait que j'ai un background en pédagogie. Il dit, Joël, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Peux-tu m'expliquer pourquoi il y a autant d'enfants au Québec qui sont sous psychostimulants? Et là, on est en 98-99. OK? Déjà? Et oui, exactement. Et lui, il est médecin. Et il me dit, tu sais, quand je faisais mes études de médecine il y a quelques années, les études de médecine, on s'entend, c'est très demandant, c'est très poussé. Et quand ils ont droit à avoir une fin de semaine où ils n'ont pas trop d'études à faire parce qu'ils viennent de terminer un bloc de cours et ils vont commencer un autre le lundi, eh bien, parfois, ils descendaient à Atlantic City. Et alors, il disait, je suis brûlé, j'ai plus aucune énergie, je prends une pilule, d'accord, grâce aux échantillons qui sont disponibles à un truc, je descends 8 heures jusqu'à Atlantic City, on s'éclate tous les amis là-bas pendant, on ne dort pratiquement pas, je remonte dans ma voiture le dimanche après-midi, d'accord, je me remets une pilule de psychostimulant et je conduis absolument pas dérangé par quoi que ce soit. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on met ça dans la tête des enfants. Et lui, il réagit comme un des plus grands spécialistes au monde en neurosciences. C'est vraiment une sommité mondiale. Il réagit en tant que médecin et il réagit aussi en tant que parent. Et heureusement, en fait, ses enfants n'en prenaient pas. Mais toujours est-il que c'est ce questionnement-là, dans cette interaction tout à fait informelle que j'ai eue,
qui m'a amené à me pencher sur la problématique. Et il faut savoir que jusqu'en 96, le TDAH n'était pas encore considéré comme un trouble mental, il était considéré comme un syndrome. Un syndrome, c'est un melting pot, c'est une boîte dans laquelle on observe plein de choses, mais on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il en est. C'est avec l'arrivée du DSM-4, le DSM, c'est notre Bible en psychopathologie. D'accord? C'est avec l'arrivée du DSM que là, on a commencé à dire qu'il y avait 3 à 5 des enfants qui pouvaient être éventuellement atteints par ce fameux trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et par la suite, on constate que quelques années plus tard, on est passé à 5 à 7 et on est aux alentours de 7 à 10 dans la version actuelle du DSM qui est le DSM-5. Donc, on considère actuellement que c'est normal qu'on ait 10 d'enfants, 7 à 10 d'enfants à travers le monde qui pourraient éventuellement être porteurs des symptômes que l'on a avec le TDAH. L'aspect problématique, tu vois, c'est qu'au départ, on disait que c'était surtout chez les enfants entre 6 et 12 ans. Et ça, bon, OK, on peut savoir que peut-être qu'il y a des enfants qui vont, comment dire, maturer un peu moins vite que d'autres et peut-être que ces enfants-là ont besoin d'une attention particulière. L'attention à la base, c'était, d'offrir des soutiens psychosociaux, ce qu'on va retrouver d'ailleurs beaucoup en Europe. Je reviendrai d'ailleurs sur les enjeux européens. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de dire, OK, on a des enfants qui ont des difficultés. Comment est-ce qu'on les aide, en fait, à mieux développer leur potentiel de manière à ce qu'ils puissent réussir à l'école? Et c'est plus tard, en fait, qu'on a commencé à associer la médication. C'est à partir du moment où un producteur de psychostimulants s'est associé avec une association de parents qui ont des difficultés d'apprentissage au début des années 90 aux États-Unis, qu'on a commencé à associer le psychostimulant avec comment dire, les symptômes du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est quelque chose qui, bon, pour moi, j'aurais envie de dire, qui est relativement récent au moment où je m'intéresse au phénomène. D'accord? Mais encore, à la rigueur, tu sais, on peut imaginer que peut-être que certains enfants pourraient en avoir besoin pour une raison ou pour une autre. Mais on était toujours dans une période entre 6 et 12 ans. Et puis après, on a commencé à en prescrire aux adolescents et puis aux adultes. Et on voit en fait que d'année en année, la proportion de gens à qui on propose la médication comme moyen de contrer comment dire, leur difficulté de concentration et leur capacité de gérer leur agitation est de plus en plus standardisée. Et donc, en fait, pourquoi on parle de 2004 comme étant le moment où j'ai commencé à m'y intéresser, c'est que ça, c'est le premier moment, en fait, j'ai commencé, je pense que j'ai écrit mon premier article sur la situation en 2003, mais c'est la première fois que Radio-Canada s'intéresse à ce que je fais d'un point de vue clinique et ils font un très, très beau comment dire, documentaire d'environ 7 ou 8 minutes au téléjournal le soir, OK, où on présente qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent avec des enfants qui sont éventuellement porteurs de ces symptômes-là. Et donc, le reportage, en fait, sort le mardi en fin de journée, vers 18h45 au téléjournal du soir. Et puis, alors là, dès le soir même, tu as Mathieu Dirivage qui dit, c'est quoi ces gourous qui proposent autre chose que de la médication à nos enfants qui sont embêtés? Et j'ai vraiment été surpris de la réaction de ce monsieur parce que c'est un journaliste, c'était un animateur que j'appréciais, je trouvais, comment dire, très, comment dire, professionnel dans sa manière de voir les choses. Je me suis dit, bon, ben, s'il veut discuter du documentaire qu'il vient d'avoir sur moi, ben, autant invite-moi. Tu sais, je vais répondre aux questions. J'ai un bagage scientifique, j'ai un bagage clinique pour pouvoir y répondre. Et il y avait une fermeture complète. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point on était dans une situation où c'est un combat entre deux visions totalement différentes de l'enfant, totalement différentes de la ville, où d'un côté, on a la vision, j'aurais envie de dire, transhumaniste, dans le sens que je ne vais pas bien, je prends un médicament, et on a une autre vision, ben, est-ce qu'on pourrait faire d'autres choses ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en complément? Puis tantôt, quand je parlais de l'expérience européenne, ce qui est très intéressant, c'est que en Europe, normalement, la médication n'arrive qu'en deuxième position. Il faut avoir démontré, avoir tout fait pendant au moins 6 mois comme intervention psychosociale avant d'avoir le droit de prescrire éventuellement une médication. Pourquoi? Parce que comme le cerveau de l'enfant est en plein développement, à partir du moment où on utilise une substance
d'accord, qui va modifier le fonctionnement du cerveau. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ultérieurement. Et on n'a toujours pas de données, donc 30 ans plus tard, d'accord, on n'a toujours pas de données scientifiques pour savoir exactement ce que ça fait dans le cerveau des enfants, l'usage de Ritalin, surtout de manière précoce.